Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, en effet de gros calibre, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, et elle concerne un gros PC 80 Go de RAM, biprocesseur, etc. Alors ce PC, cette fois-ci, c'est pas le mien, c'est celui de mon colocataire, et on va découvrir ensemble comment est-ce qu'il l'a monté. Je vais vous présenter en première partie les composants, et ensuite ce sera à lui de parler, et tout ça rythmé par des petits clips musicaux, etc. Et ensuite on va passer sur l'utilisation qu'il en fait, le prix de revenu total du PC, et comment vous pourriez peut-être faire le vôtre. Allez, je vous laisse admirer ça. Il est maintenant grand temps de parler des composants qui se font nombreux dans cette configuration. Donc on a une carte mère bislot socket 2011 avec deux processeurs Xeon qui vont jusqu'à 3,8 GHz, ce sont des générations W, 2687W. On a 40 Go de RAM en 8 Go par barrette en ECC, une 1080 qui est maintenant devenue une 1080 Ti. Des cartes alternatives parce que bien sûr Unraid mange une partie pour chaque virtual machine, donc on est obligé d'en avoir plusieurs pour les différentes virtual machines. Une carte RAID pour les entrées SATA, on a aussi une carte USB pour les entrées-sorties de notre système directement, pour plugger. Et ensuite on va avoir une alimentation de 800 watts. Alors ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on pourra alimenter nos deux CPU avec une seule alim, parce qu'elle a 3 sorties pour les CPU, et elle est modulaire. Avec ça, on a les PCI et on a 4 Tera de stockage sur ce disque, mais au final on aura plus de 6 Tera de stockage grâce à des 500 Go. Avec ça on a un SSD au format M.2 qu'on va pouvoir docker en PCI Express du fait de l'ancienne génération, et bien sûr des refroidissements avec du RGB. Ok, donc en fait on s'est rendu compte que au niveau du socket, la carte mère en fait elle ne marche pas parce qu'il y a quelques pins tordus en fait à cause de la livraison donc des États-Unis, et bon, il va falloir essayer de les réparer quoi. Ok, donc j'ai un petit peu essayé de ramener les pins à leur état normal, donc bon, on va essayer du coup ce coup-ci, on va voir si ça fonctionne. Donc voilà, E5 2687W, bon c'est parti. Ok, bon bah je vais pouvoir commencer le build alors.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du budget, au moment où je me suis construit la configuration, je partais d'une config avec un i7 et une GTX 1080. Et ce que je me disais, c'est que pour à peu près 1000-1100 euros, ce que je pouvais me faire, c'est soit une config à peu près pareille, du coup avec les nouvelles gènes, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque, c'est-à-dire 7700 K du coup pour le i7 et du coup une GTX 1080 Ti, parce que les prix avaient un peu baissé à ce moment-là. Mais du coup, ce que je me suis dit aussi, c'est qu'à ce même prix-là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais prendre des composants un peu plus anciens, mais plus haut de gamme, c'est-à-dire les deux E5 2687W qu'il y a dans mon PC, à deux, coûtent seulement, il me semble, dans les 300-330 euros, ce qui est le prix en fait d'un seul i7. Donc du coup, on a 8 cœurs 16 threads pour chacun de processeurs, au lieu de 4 cœurs 8 threads pour un 7700K quoi. Alors du coup, ce que je me suis dit, c'est que je pourrais essayer de faire ça, prendre aussi de la RAM DDR3 qui était beaucoup moins chère du coup, parce qu'à l'époque la DDR4 ça valait son prix. Du coup, ouais, c'est ce que je me suis dit, et du coup je me suis aussi dit que ce que j'avais besoin, c'est pas seulement d'une machine pour faire tourner des jeux vidéo ou quoi que ce soit, mais j'aurais bien aimé un serveur en fait qui puisse faire tourner plusieurs choses, comme un serveur Plex, un serveur Nextcloud, un serveur Torrent, un serveur Usenet, un serveur FileZilla, plein de choses du coup, Apache PHP, WAMP, tout ça, des VM, et du coup je me suis tourné vers Unraid, parce que Unraid, qu'il faut savoir, c'est que c'est une distro de Linux qui en fait n'a pas d'interface graphique, et elle est littéralement faite pour tout ce qui est Docker et aussi sur tous les VM, avec des performances sur les VM qui sont presque égales à entre 97% et 98% de ce qu'on trouve sur une machine qui ferait tourner directement l'OS, par exemple le Windows, sans la surcouche du coup de Unraid du coup. Donc du coup je suis parti là-dessus. On pouvait aussi allouer du Unraid des cartes graphiques directement à l'OS, enfin à la VM du coup. C'est-à-dire que Unraid ne pouvait pas y toucher à la carte graphique, ne pas l'utiliser, mais la VM pourrait l'utiliser à 100% de ses performances avec du coup les cœurs de CPU qu'on lui alloue. Et du coup on va se dire forcément c'est que 16 cœurs physiques et 32 threads sur une machine, à quoi ça peut bien servir? Du coup si on est sur une configuration gaming ou même workstation, ça dépend du type de travail qu'on fait, mais 16 cœurs 32 threads c'est assez inutile du coup. Et ce que j'ai plutôt essayé de faire, c'est avec la virtualisation du coup de rationner un petit peu mes cœurs sur différentes machines virtuelles et sur différents Docker du coup, pour pouvoir faire tourner du coup, plusieurs machines, plusieurs PC en même temps. C'est-à-dire que je peux utiliser les fonctionnalités d'un Linux, par exemple à Ubuntu, qui serait lancé en parallèle à un Windows, et un autre Windows encore pour faire WAMP, par exemple, manager tout ce qui est Mega. J'utilise Mega pour la synchro de mes fichiers. Donc du coup, un serveur du coup, qui serait chargé de ça, tout en ayant du coup, sans compromis, du coup, à côté, ma machine pour faire du gaming et ma machine pour travailler, tout en parallèle, et qui sont un peu indépendantes des unes des autres. C'est-à-dire que je peux fermer la VM, du coup, la machine virtuelle, d'une des tâches, par exemple la machine virtuelle pour le gaming, et après quand même avoir le serveur qui continue à tourner en arrière-plan avec de la musique par exemple, ou même l'hosting de fichiers Plex pour pouvoir regarder mes films, mes séries, tout ça, sans avoir plusieurs PC du coup. Alors plusieurs matériels qui tournent en même temps, ça reviendrait assez cher du coup de faire plusieurs PC pour chacune de ces tâches, surtout que ce serait pas très économique au niveau de la conso électrique aussi. Préférer faire un serveur et avoir en plus de ça une machine pour tout ce qui est application qui demande beaucoup de puissance graphique en parallèle. Alors du coup les specs actuels, on est sur donc une carte mère Asus Workstation, une Z9 je crois, quelque chose comme ça, édition Workstation du coup avec 2 sockets et 8 slots de RAM. Chacun de ces 8 slots, on a du coup en fait sur la plupart des 8 slots on a des barrettes de 8 Go de DDR3 ECC du coup, et sur 2 de ces slots on a 16 Go de RAM, ce qui nous fait au total 80 Go de RAM en DDR3 ECC. On peut se dire du coup 80 Go de RAM, ça a dû être cher, ça a dû être très cher même, sauf que non en fait, vu que c'est de la DDR3 ECC, la différence principale c'est que c'est de la mémoire en fait à correction d'erreur, c'est-à-dire que si jamais il y a une corruption dans la mémoire, ça peut le détecter et le fixer sans que le système ne crache. Alors on se dit pourquoi est-ce que ça c'est moins cher que de la DDR3 classique? Ça n'a aucun sens parce que c'est quelque chose qui a une feature en plus qui est meilleure que la DDR3 classique mais qui coûte moins cher. Tout simplement parce que la DDR3 ECC c'est vraiment quelque chose qui est réservé pour les serveurs et pour les workstations et du coup qui est compatible avec très peu de PC. Ce qui fait que la demande est beaucoup plus basse et qu'on peut les acheter pour beaucoup moins cher. C'est-à-dire que moi avec 80 Go de RAM je les ai payés autant que 16 Go de DDR4 classique. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Du coup, sur les processeurs, donc, comme j'ai dit, on a 2 Xeon E5 2687W, donc 8 cœurs 16 threads à 3,1 GHz de base qui peut monter jusqu'à 3,9 turbo.
Savoir, c'est que les Xeon haut de gamme baissent après peut-être 5-7 ans une fois qu'ils sont sortis. C'est-à-dire que la chute de prix est vraiment drastique, quoi. Les CPU que j'ai achetés actuellement, je les ai pris pour 160 € l'un, et je les aurais achetés neufs à l'époque où ils étaient sortis, il me semble que c'était 2000 voire 1800 € du coup pour un seul CPU. Et c'est pas très intéressant, et du coup ouais, c'est tous les 5-7 ans. Les parcs informatiques, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les parcs informatiques des grandes entreprises avec leurs serveurs, du coup, changent tout. Et on a toute une offre de CPU Xeon qui tombe d'un seul coup et qui font baisser les prix quasi immédiatement, très drastiquement. Et c'est à ce moment-là qu'il faut acheter, du coup. Au niveau du stockage, on a actuellement du coup 5 Teraoctets stockage, donc sur plusieurs disques. Je crois que j'ai 6 disques peut-être, plus le SSD avec Windows dessus. Donc le SSD, c'est un SSD NVMe qui est branché du coup sur une petite carte d'adaptation PCI Express pour pouvoir le mettre sur la carte mère. Parce qu'à cette époque-là, le NVMe c'est pas très répandu et du coup on n'avait pas ça sur de features sur ces cartes mères-là. Aussi au niveau du cooling, on a 2 Cooler Master, des RAD de 240 mm du coup. C'est pour refroidir les processeurs, pour même aussi un aspect très important de ce PC-là, c'est le silence. C'est-à-dire que vu que ce PC-là il tourne constamment, entre guillemets, dans ma chambre, ce qui se passe c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui ne tourne pas, enfin qui ne génère pas beaucoup de chaleur et qui ne génère pas beaucoup de bruit non plus. Du coup c'est quelque chose d'assez important. Au niveau carte graphique, alors du coup on en a 2. Alors pourquoi est-ce qu'on en a 2 ? C'est parce que du coup sur le Windows, j'utilise classiquement ma VM Gaming, du coup j'utilise une 1080 Ti. Du coup la 1080 Ti c'est l'édition MSI Armor avec 11 Go de VRAM. Et du coup sur notre machine qui est reliée à, je peux la relier soit à une télé, soit à un projecteur, soit à quoi que ce soit en fait, pour afficher du coup Plex, Netflix, YouTube TV, ce genre de choses là. Donc c'est sur une VM Ubuntu. Avant, j'avais aussi une autre carte graphique en gros sur le serveur qui, elle, servait en fait à rendre les graphiques de Unraid. Parce qu'en fait, si vous voulez, sur Unraid, on a normalement quand on lance le PC une petite console, du coup la console Linux, sans du coup interface graphique. Et avant, ça bouffait du coup une carte graphique, il fallait forcément en allouer une pour pouvoir faire tourner Unraid. C'est plus le cas maintenant avec les mises à jour, c'est-à-dire que cette partie graphique là, on n'est plus obligé de la rendre sur un écran. On peut utiliser toutes les cartes graphiques qu'on a pour faire tourner des VM et du coup ne pas utiliser cette console. Alors du coup, ce qu'on peut se dire, c'est que comment un OS du coup qui se manipule uniquement par console, c'est pas très pratique. Et en effet, en fait, le gros point positif d'Unraid, c'est que dessus, on a en fait un site web, quand Unraid est lancé, un site web hosté par Unraid, une page HTML, et c'est là-dedans qu'on va pouvoir faire créer nos VM, installer des Docker, installer des plugins, et gérer notre machine du coup à distance sur un site web qui est hosté par le serveur dès qu'on lance Unraid. Ça, c'est assez pratique. Au niveau du boîtier, du coup, on est sur un Thermaltake Core P5. Du coup, c'est un boîtier assez spécial, c'est-à-dire qu'il est vraiment totalement ouvert, avec juste 4 piliers, du coup, qui relient la grosse plaque qui peut supporter du coup des grosses cartes mères comme le ATX, comme une carte mère la carte mère que j'ai actuellement, qui est reliée avec 4 piliers en acier, du coup, à une plaque en plexiglas ou en verre, selon la version qu'on prend. Moi, j'ai la version plexiglas. Une grosse plaque plexiglas du coup qui vient recouvrir par-dessus du coup les composants, et on a toujours quand même un accès à l'intérieur du coup avec seulement ces 4 piliers qui séparent, et il n'y a pas vraiment de mur entre l'air extérieur et l'intérieur du PC du coup. Ce qui fait qu'il faut souvent le nettoyer, il faut vraiment prendre soin du coup avec la poussière qui peut rentrer facilement, mais ça a un effet assez sympa au niveau déjà esthétiquement, et aussi surtout que ça peut supporter des grosses cartes mères, des très gros formats qu'il me fallait du coup pour ce PC là, avec cette carte mère qui est assez grosse. Les cartes mères dual socket, elles sont presque tout le temps du format EATX, voire même plus des fois. Donc oui, je suis très content de ce boîtier et je suis très content de ce système qui tourne très bien.